Bonjour et bienvenue dans La Manufacture de l'acteur, le podcast. Je suis Félix Philippard, comédien, improvisateur et formateur, et c'est moi qui présenterai cette émission. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est, La Manufacture de l'acteur ? Eh bien, La Manufacture, c'est une école professionnelle pour comédiens et comédiennes dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce que vous écoutez, là, c'est le podcast pensé, créé et porté par nous, son équipe pédagogique. L'occasion pour nous de laisser la parole aux artisans de cette école, à celles et à ceux qui la font vivre et qui en sont les acteurs de tous les jours. Dans ce podcast, nous parlerons art du spectacle vivant, bien sûr, mais également pédagogie, transmission, ainsi que notre vision sur ce qu'est et doit être la formation de l'acteur en France. Nous y recevrons chaque épisode différents professeurs de notre école, qui parleront de leur point de vue, leurs attaches, et de ce qui leur tient particulièrement à cœur de transmettre à nos élèves. On y plaisantera, sans doute, on y digressera, parfois, mais surtout, nous essaierons de rester le plus vivant possible. Parce que c'est ça qu'on fait, du spectacle vivant. Alors il est hors de question de nous transformer en nature morte. Nous resterons donc vivants, et nous l'espérons, accessibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler pédagogie toujours, mais on va parler méthode anglo-saxonne, puisqu'on va aussi évoquer Shakespeare, le théâtre du globe et tous les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui dans le fait d'apprendre à être comédien en France. Et pour ça, on accueille Clémence Carayol aujourd'hui. Bonjour Clémence. Bonjour Félix. Clémence, tu es comédienne, metteur en scène, tu travailles à Paris, tu as été formée à Lyon, à la base, aux ateliers du Suden après, et puis tu t'es formée aux méthodes de coach d'acteur, à la méthode anglo-saxonne à Londres, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin je me suis pas exactement formée aux techniques de coaching d'acteur parce qu'il n'y en a pas. Je me suis surtout formée par des stages d'acting directement là-bas, avec des metteurs en scène qui venaient du Théâtre du Globe et d'autres de la Shakespeare Company. D'accord. Et après... Et effectivement, je les ai mises en application après dans une pratique d'accompagnement des acteurs. D'accord, parce qu'après tu as travaillé avec plein d'acteurs que tu as accompagnés sur leurs travaux. Tu as travaillé sur une mise en scène de Philippe Lelouch, me semble-t-il. Oui, tout à fait, oui, l'Appel de Londres, justement. Enfin, c'était pas... c'était une coïncidence, mais... Donc oui, une pièce de Philippe Lelouch, oui. Et tu as mis en scène plusieurs spectacles avec ta compagnie à toi. Tu as mis en scène un spectacle qui s'appelle Joulik, tu as mis en scène un spectacle qui s'appelle Combat, et tu es prof à la Manufacture de l'acteur depuis 6 ans maintenant. Tout à fait. Toujours pas de bêtises. Non, toujours pas, c'est bien. Ouais, Vous avez bien lu vos fiches, monsieur Philippe. J'ai potassé, attention. Clémence, j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui d'abord de Shakespeare, que tu nous dises un petit peu qui c'est, s'il y a des gens qui débarquent et qui vraiment connaissent pas du tout. Oui. Si tu devais résumer qui est Shakespeare, qu'est-ce que tu dirais ? Admettons que tu es dans une soirée, il y a plein de gens et ils te demandent tiens, c'est qui le mec là-bas ? C'est Shakespeare, comment tu le présentes, le gars ? C'est l'histoire d'un mec qui écrivait des pièces au XVIe siècle. Non, le personnage de Shakespeare, c'est... on va pas avoir assez d'une demi-heure pour en parler. On peut déjà commencer par éliminer cette foutue controverse mais qu'on a aussi en France avec Molière, tu vois, sur la question de est-ce que c'est Molière qui a vraiment écrit toutes ces pièces. On a la même en Grande-Bretagne avec Shakespeare. Et on se demande souvent si Shakespeare n'était pas juste un nom d'emprunt, mais qu'en fait, c'était un noble de la cour d'Élisabeth, mais il voulait pas qu'on sache que c'est lui qui écrivait. Donc, ouais, en fait, tout ça, c'est pas vrai. C'est juste pour alimenter le mythe. William Shakespeare a bien existé. Et il venait de la petite bourgeoisie de la région de Londres. Et son père était gantier et bourgmestre, donc l'équivalent on va dire du maire actuellement. Et donc il a bénéficié d'une éducation qui pour l'époque était une éducation privilégiée puisqu'il a pu aller faire des études à l'université parce que justement de par la position de son père il avait eu une bourse et des aides et puis il y avait l'aplomb financier derrière pour le soutenir. Donc c'est d'abord un très grand littéraire, Shakespeare, et puis c'est surtout un homme de lettres, un universitaire. Voilà, Shakespeare est un universitaire, c'est ça qu'il faut retenir. Et dans beaucoup de ses pièces, il y a des références au théâtre grec, à la mythologie. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui a eu le temps de se construire. Il a appris le latin, il était érudit. Oui, c'est pas le gars qui a débarqué un matin en se disant non, c'est j'ai envie de faire ça. Non, c'est pas le gars qui a débarqué un matin en se disant je voulais faire ça. Et puis d'autre part, il a eu une vie quand même à la fois très agitée et à la fois assez simple. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que alors c'est légèrement traité dans le film Shakespeare in Love.
qui est un peu romancé avec les pieds, mais bon. Mais pourquoi pas? Mais à la rigueur, c'est une très bonne mise en scène de ce que pouvait être la vie à Londres à cette époque-là. La reconstitution historique est chouette. Après, par rapport à la vie même de Shakespeare, c'est très extrapolé, c'est très capillotracté quand même. En revanche, ce qu'il faut retenir, parce que ça c'est drôle, c'est que les auteurs de théâtre à cette époque écrivaient en poule d'écriture. Alors on précise qu'en poule d'écriture, c'est en équipe d'écriture. Non mais parce qu'on ne sait jamais, et, Oui. que tu connais mon amour aussi pour les jeux de mots, pas forcément tombé à point. Mais ils écrivaient peut-être aussi avec des poules sur les genoux. Peut-être. C'est pas exclu parce que tu crois pas si bien dire, ils écrivaient dans des pubs. Et donc tu avais une dizaine de gars qui se retrouvaient et qui ne buvaient pas que du lait, et qui se retrouvaient au pub pour écrire tous ensemble. Et donc il y avait vraiment cette notion d'écriture collective, et c'est ça qui était chouette, et c'est ça aussi qui rend son théâtre aussi vivant. Après, il y en a qui sont passés à la postérité comme lui, comme Marlowe, et puis il y en a d'autres qui sont complètement tombés aux oubliettes, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas bons. Et c'est l'avantage du temps, le temps fait le tri aussi dans les trucs moins bons, quoi. Complètement, la preuve, Marlowe, il est pratiquement plus joué. Alors en Grande-Bretagne un peu plus, mais tout est relatif. En France, je te mets au défi de trouver une programmation d'une pièce de Marlowe. Parce que Shakespeare est éclipsé pour les autres, et pour des raisons qu'on abordera après, et qui sont assez évidentes quand on compare les deux auteurs. Et voilà. Mais Shakespeare reprenait aussi des histoires dont il n'est pas du tout à l'origine. L'exemple d'Hamlet. C'est le Roi Lion. Mais tout à fait, oui, complètement. Donc oui, si je devais le présenter, parce que du coup, si on était à une soirée, j'aurais pris la jambe à quelqu'un pendant très longtemps. Si je devais présenter Shakespeare, je dirais que c'était un universitaire issu de la bourgeoisie de province d'Angleterre, lettré, très ancré dans son temps, et très moderne dans la manière d'écrire ses personnages et de décrire les conflits humains, les conflits de l'âme humaine. Je pense que Shakespeare aurait été un très grand amateur d'un Game of Thrones, de cette espèce de mélange de sang, de vengeance, de cul, voilà, il y a tout cet univers-là qu'on exclut un peu trop souvent quand on parle de Shakespeare, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de lisse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un univers assez cru, assez violent, assez brutal, et il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'insultes qui sont très drôles pour la plupart. On pourrait un peu le comparer à notre Rabelais en France. Et ça ne serait pas forcément lui rendre justice dans le côté très Fury Road. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Sur ce côté très, très à vif, très sanguinaire. D'accord. Il y a vraiment des passages dans certaines œuvres de Shakespeare. Je pense notamment à Richard III, évidemment. Mais j'allais y venir. À certaines scènes d'Othello. De la violence pure. Macbeth, évidemment, il commence quand même sur un charnier. J'allais dire, c'est rigolo, tu mettais en parallèle Shakespeare et Game of Thrones. En fait, si tu regardes, que ce soit Richard III, que ce soit Henri VI, que ce soit Othello, tout ça, c'est exactement ces enjeux-là. C'est des enjeux de lutte de pouvoir, de guerre intestine, de familles qui se déchirent, etc. Oui. Donc c'est vrai que c'est très précurseur à ça. Et tu parlais un peu, alors je vais le schématiser et le raccourcir, mais du côté un peu vulgaire de Shakespeare, c'est vrai qu'on le voit des fois avec nos élèves, qui ont tendance à vouloir rendre Shakespeare très lisse, très propre, très beau, parce que si c'est passé à la postérité, c'est forcément que c'est un peu classe. Alors que je pense à la scène des artisans dans Le Songe d'une nuit d'été, qui est quand même une métaphore de cul du début à la fin. Et il y a aussi le rapport à la traduction qui vient jouer là-dedans. Donc c'est quoi ton rapport aux traductions de Shakespeare? Parce qu'il y en a plein, et chacune, elles ont leur particularité, parce qu'elles évoluent, les langues elles évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Et les traductions de François-Victor Hugo, par exemple, aujourd'hui sont beaucoup décriées, on les emploie pas ou peu. Mais c'est quoi ton rapport aux autres traductions et à tout ça, toutes ces évolutions? Alors quand tu parles de traduction shakespearienne, justement, et tu as évoqué en premier le nom de François-Victor Hugo, et c'est aussi par ça que j'allais commencer. Oui, en effet, là, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est une des traductions qui est la moins utilisable. Elle date de l'ère romantique. Donc en fait, le romantisme est venu plaquer son schéma de pensée et son schéma linguistique sur un théâtre qui n'est pas du tout issu de cette époque-là. Donc ça fonctionne pas, ça rend le texte complètement aseptisé, aseptisé non, mais d'une surpoétisation
qui n'a pas lieu d'être dans l'œuvre de Shakespeare. Si on veut lire de la poésie shakespearienne, on lit ses sonnets, qui sont d'ailleurs très beaux, mais enfin ça n'a rien à voir. Là, on est dans du théâtre pur. Et la traduction de François-Victor Hugo n'a pas rendu justice du tout à la théâtralité du texte. En plus, on parlait tout à l'heure en rigolant des poules d'écriture. Il faut savoir que à l'époque de Shakespeare et du Théâtre du Globe, quand on commençait les répétitions d'une pièce, elle n'était pas finie d'écrire en intégralité. Mais comme chez Molière en France, en fait. Oui. On partait de canevas, il y avait un rapport à l'impro beaucoup aussi. Oui, complètement, c'est-à-dire qu'il finissait d'écrire la pièce sur les propositions des acteurs, et c'est ça d'ailleurs qui a un peu foutu le bazar après sur la reconstitution de certains textes, c'est que on n'a pas tout récupéré, et c'est pour ça que parfois, c'est ça qui a aussi alimenté toutes ces questions sur Shakespeare, a-t-il existé ou pas, c'est que tu as certains textes, je pense notamment au Joyeuse Commère de Windsor, qui pour moi est un peu bancal. Je connais pas du tout. Ouais, c'est pas une de celles que tu lis en premier. Et parce qu'elle n'est pas uniforme, mais il y a une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des quartets, que ça s'appelait comme ça à l'époque, qui ont été perdus. Et donc les traducteurs, ou ceux qui ont compilé par la suite, qu'est-ce qu'ils n'ont fait les gros vélins ? Ils n'ont réécrit le texte par-dessus. Et forcément, n'est pas Shakespeare qui veut. Heureusement, c'est pas arrivé sur toutes les œuvres shakespeariennes. Mais voilà, ça a contribué aussi à avoir parfois des traductions qui sont un peu étranges. Donc, pour en revenir à ta question, celle de François-Victor Hugo, non. Après, pour moi, à l'heure actuelle, il y en a celles qui sont les meilleures sont celles de Pascal Colin, parce qu'elles sont très concrètes, et dans un autre genre, celle d'Olivier Py. Parce que, alors, Pascal Colin, il est dans le concret, il est dans le juste ton shakespearien, il restitue parfaitement les passages de poésie en équilibrant avec des passages beaucoup plus trash, beaucoup plus... il restitue les insultes. Pour moi, c'est vraiment la juste traduction. Olivier Py, c'est un autre registre. Ce que j'aime dans son... Alors que je ne suis pas forcément d'accord avec son travail de metteur en scène sur les adaptations shakespeariennes, en revanche... Ça, c'est un autre sujet. On pourra refaire un podcast là-dessus si tu veux, ce serait intéressant. En revanche, je trouve qu'en termes de traduction, coup de poing... En fait, ce qui me plaît, c'est le côté viscéral qu'il a trouvé dans la traduction shakespearienne. Et je suis absolument fascinée par... ce côté trip, viscéral, mais c'est pas le mot que je cherchais. Organique. Très animal, organique, merci. C'est exactement ça. Voilà. À l'heure actuelle, moi, c'est les deux que je recommanderais. Alors, je fais une toute petite parenthèse, une toute petite digression, mais tu parlais de Pascal Colin, qui ne nous est pas complètement inconnu au bataillon, parce que c'est un collègue, puisqu'il est aussi prof ici, à la Manufacture de l'acteur. Et on a eu l'occasion de travailler avec lui et d'échanger plusieurs fois sur ses traductions. Est-ce que, si je vais te poser une question très honnête, sans compromis, sans tout ça, est-ce que tu connaissais et tu utilisais déjà les traductions de Pascal avant de l'avoir en collègue, ou est-ce que tu l'as rencontré en tant que collègue, tu as découvert ses traductions et tu as commencé à utiliser ces traductions après ? Non, je l'avais découvert avant, mais je ne m'étais pas penchée dessus de manière aussi précise. Et puis forcément, quand j'ai su qu'il faisait partie de notre équipe pédagogique, je me suis dit « Ah, oui, parce qu'il y a plein d'autres traducteurs de Shakespeare. » Mais moi, c'est vrai que c'est celle de Pascal que je préfère aussi. Voilà, et pour les avoir beaucoup comparées les unes et les autres, et c'est celle aussi qu'on recommande à nos élèves, disons que je me suis penchée de manière beaucoup plus attentive dessus à partir du moment où j'ai rencontré Pascal. Et je le précise, s'il y en a qui sont intéressés, les traductions de Pascal, elles se trouvent aux éditions théâtrales sur uniquement des pièces qu'il a traduites pour des adaptations au théâtre. Il ne traduit jamais comme ça pour le plaisir, c'est toujours pour des adaptations. Clémence, c'est super intéressant comme sujet. On pourrait en discuter des heures et on a tendance à le faire en plus, tous les deux, quand il n'y a pas de micro. Mais j'ai encore plein de questions à te poser dans ce cadre-là. 2 mots sur le Théâtre du Globe, sur ce que c'est déjà, pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément au courant, sur ce que c'est, sur l'importance que ça a dans la culture théâtrale anglo-saxonne peut-être, et puis en France plus largement. Alors ça va surtout se concentrer sur la Grande-Bretagne et sur l'Angleterre. Je vais essayer de faire vite parce qu'effectivement ça aussi c'est un sujet un peu inépuisable. Le Théâtre du Globe, il tient une grosse part dans la vie culturelle et théâtrale anglo-saxonne et en Grande-Bretagne et à Londres, toujours maintenant. C'est pas l'original, il a été reconstruit, parce que l'original, il a brûlé. Et il a brûlé parce que les gars, à l'époque de Shakespeare, ils maîtrisaient pas très bien la pyrotechnie encore. Et pendant une représentation, ils ont vraiment voulu foutre le feu en faisant tirer depuis le toit du globe,
qui était donc en chaume, hein, en paille, hein, vous allez voir comment ça se corse, un vrai coup de canon. Bah, c'est bizarre parce que du coup le toit il a pris feu, et puis comme toute la structure était en bois, bah ça a tout cramé. Il y a des pièces qui s'y jouent à Londres, il y a une salle d'hiver qui est fermée, qui est absolument magnifique, tout en lambris de bois, reconstituée comme à l'époque. Et puis il y a surtout la salle, la scène principale, et sa particularité, c'est que c'est presque un théâtre à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il faut aller voir à défaut de pouvoir y aller, mais c'est assez génial. Et puis les visites guidées sont vraiment très instructives. Mais il faut imaginer qu'il y a un rapport scène-public qui est très immersif. C'est-à-dire que le théâtre shakespearien est un théâtre immersif. Et d'autre part, la scène est construite en avancée dans le public. Et un des plus grands moments, si vous avez l'occasion, c'est absolument génial, c'est d'aller voir une pièce au Globe et de se mettre dans la fosse. Parce qu'on est à quelques mètres des acteurs, il y a cette avancée du plateau. La contrainte pour les comédiens du Globe et de la Shakespeare Company, c'est que quand tu es sur scène, il faut pratiquement tout le temps être en mouvement, parce que comme parfois tu peux avoir des spectateurs presque dans ton dos, c'est pour ça aussi le théâtre shakespearien n'est pas un théâtre statique, je le dis, je le précise, je le redis. C'est pareil quand on me dit ah, c'est chiant, il se passe rien. Ouais, ça c'est le problème du metteur en scène qui n'a rien compris au truc. Voilà, donc sa particularité là, c'est de permettre vraiment un rapport hyper immersif. Et dans le théâtre shakespearien, les spectateurs sont des acteurs de la pièce. Et tous les monologues shakespeariens sont écrits en adresse aux spectateurs. Et le spectateur est un témoin, est un complice, est un ami. Voilà, et c'est super important. Il n'y a pas de quatrième mur dans le théâtre shakespearien. Et donc l'origine de ce théâtre-là, et ça justifie tout ce que je viens de dire, c'est les auberges. C'est-à-dire que l'ancêtre du théâtre du Globe, c'était des cours d'auberge, où au moment où le métier de comédien s'est professionnalisé, donc là on est sur tout début du XVIe siècle, les patrons d'auberge, pas cons, se sont dit, mais dis donc, on va pouvoir se faire du pognon là avec les comédiens qui ont envie de jouer. Donc ils leur ont dit, eh ben si tu veux, Jean-Michel, enfin John Michael, parce qu'on est en Angleterre, si tu veux, on te prête notre cours d'auberge. C'est bien parce qu'en même temps il y aura la taverne, il y aura tout ça, donc les spectateurs ils pourront picoler et grailler un bout avant d'aller voir ta pièce. Et puis vous jouez sur les tréteaux là. Donc la configuration d'une cour d'auberge, c'est un bâtiment en fond de scène, des tréteaux montés devant, et puis toute l'enceinte de la cour d'auberge pour jouer. Et c'est sur ce modèle-là qu'a été construit le théâtre du Globe. Et quand tu y vas, c'est vraiment ça. Et à l'époque de Shakespeare, on n'avait pas un public silencieux qui écoutait avec quelque chose de presque religieux, sacré. Dès que ton voisin commence à parler, tu lui fais un chut. Les gens parlaient, les gens bouffaient dans la salle, ils buvaient, les comédiens rentraient par la fosse, ce qu'ils font toujours à l'heure actuelle. Et il y avait vraiment, on est dans l'idée du partage, du divertissement populaire. Et c'est pour ça aussi que le théâtre de Shakespeare peut pas être statique, glacé, froid, lisse. Il était fait pour le peuple. Et Shakespeare, il écrivait pas pour les nobles. J'adore ce que tu dis, mais bon, tu le sais, mais je trouve que ça rentre en résonance avec plein de choses. Alors aussi avec ce que je défends beaucoup moi, c'est-à-dire le rapport à l'improvisation, au spectacle, comme tu dis, vivant et populaire. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Tu le dis, c'est vrai, sur Shakespeare, il n'y avait pas de quatrième mur. C'était du spectacle extrêmement vivant, extrêmement, je ne vais pas dire participatif, mais dans l'échange à plein d'endroits. Si. Participatif quand même. C'était la même chose en France, en fait. Et il y a beaucoup d'élèves, enfin même de comédiens et de comédiennes, qui sacralisent le rapport au quatrième mur. Ce qu'on appelle le quatrième mur, pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément au courant, c'est ce fameux mur soi-disant invisible qui séparerait la scène et le public et qui ferait en sorte que ce qui se passe sur scène est complètement distinct de ce qui se vit dans le public. Ça, c'est une invention hyper récente, c'est Brecht qui a amené ça. Donc fin 19e, début 20e siècle, donc c'est super récent. Et avant ça, le théâtre était vraiment dans ce rapport vivant. Et j'ai l'habitude de le dire, on fait du spectacle vivant, alors pitié, ne transformons pas les choses en nature morte. Et je trouve ça super important de le rappeler, de le dire que oui, des grands auteurs comme Molière, comme Shakespeare, comme Labiche, comme Feydeau, sont des auteurs qui font ça pour du vivant.
Et Ouais. ça reste du divertissement, ça reste du spectacle populaire. J'adore ce discours-là et je m'y retrouve énormément. Je voudrais maintenant qu'on discute, Clémence, de ton rapport à un petit peu la pédagogie, mais surtout aux méthodes de coaching et d'acting à l'anglo-saxonne. Toi qui travailles en France, mais qui as eu l'habitude de travailler avec cette méthode-là, c'est quoi la principale ou les principales différences que tu vois entre les méthodes de travail anglo-saxonnes et les méthodes de travail, je vais dire françaises ou du moins francophones? Alors, ça tend un petit peu à s'estomper maintenant. Il y a encore 10 ans, c'était pas le cas. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes études de théâtre, que ça soit à Lyon ou à Paris. Alors, il y avait des très bonnes choses, hein, c'est pas du tout pour décrier notre parcours. Mais c'était une approche très académique, essentiellement basée sur le texte, la compréhension des mots du texte, ce qui est ô combien important, c'est pas la question. Mais il y avait une absence de mise dans le corps, une absence de corporalité. On parlait de choses organiques tout à l'heure. Et ben il y avait rien d'organique. Il y avait très peu de caractérisation des personnages. Il n'y avait pas de corporalité. On ne travaillait pas sur le fait que avant de faire parler un personnage, ben faut d'abord l'avoir créé physiquement. Il faut l'avoir dans le corps. Et je pense que la principale différence entre la méthode française, on va dire, et la méthode anglo-saxonne, elle se situe là. Encore une fois, ça commence à s'atténuer parce que, heureusement, les lignes bougent, parce on a beaucoup plus accès maintenant aux formations internationales, donc on voit ce qui se passe. Puis c'est des méthodes qui ont voyagé aussi, hein. Donc la preuve, on fait partie de ceux qui les rapportent pour les faire expérimenter. Mais moi, je sais que c'est ça qui m'avait manqué à l'époque à Paris, et c'est aussi pour ça que j'ai complété mon cursus à Londres, parce que je voulais expérimenter tout ça. D'où les exercices sur les centres moteurs, ça c'est le théâtre russe, mais qui a été décliné par les anglo-saxons. Et puis si tu reprends les méthodes du globe, c'est le jeu sur la mise dans le corps des archétypes shakespeariens. Alors ça, je ne veux pas faire de teasing, parce que c'est un de mes exercices phares pendant mes cours classiques, n'est-ce pas ? Donc voilà, tu as tout ce travail sur l'incarnation, sur le corps, et qui est primordial, quel que soit le théâtre et le rôle abordé, en fait. Enfin, tout part de là, ça paraît tellement évident. Mais tu le dis, la manière d'aborder la pédagogie et la formation de l'acteur a énormément évolué en France en très peu de temps. Ça, je te rejoins complètement. Ne serait-ce que il y a 5-6 ans, on ne demandait pas nécessairement aux élèves comédiens et comédiennes qui passaient les concours d'école supérieure, par exemple, d'avoir un bon bagage de chant, d'avoir un bon bagage de danse, d'avoir un bon bagage d'improvisation, etc. Aujourd'hui, ce sont des prérequis qu'on leur demande quand ils passent les concours. On le voit quand ils doivent remplir les dossiers d'inscription au concours. On leur demande le bagage qu'ils ont, on leur demande des attestations et des certificats de danse, de chant, de tout ça. Est-ce que toi, tu as la sensation que ça, c'est un héritage anglo-saxon ? Ou est-ce que tu penses que c'est une évolution naturelle de la pédagogie ? Est-ce que tu penses qu'en France, on a tendance à s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons ? Je pense que c'est un héritage anglo-saxon, et c'est très bien parce qu'on a enfin compris que on formait des artistes à part entière et pas seulement des comédiens. Et par comédien, je te dis, il y a 20 ou 30 ans, ça pouvait être discutable sur le seul abord par le texte théâtral, hein, par l'objet théâtral. Maintenant, on a compris que voilà, les comédiens, c'était aussi des comédiens chanteurs, des comédiens danseurs. Ils pouvaient être en même temps et comédiens et metteurs en scène, et ils pouvaient être chorégraphes. Enfin, tu vois, c'est cette notion de multicasquette, d'artiste complet. Pourtant, il y a quelques générations en arrière, on en a eu un des gars comme ça. Hein, quand tu regardes, je pense à Jean-Pierre Cassel notamment. C'est le premier qui vient. Yves Montand. Hein, tu vois, Bien nous sûr. aussi, on avait des artistes qui étaient multidisciplinaires. Et c'est curieux que la diversification des activités artistiques enseignées dans les cours de théâtre pro soit si récente au final. Est-ce que c'est par facilité ? Est-ce que j'en sais rien, mais ouais, je pense que c'est un héritage anglo-saxon. Voilà. Mais c'est drôle parce que tu parlais d'Yves Montand. Yves Montand, il était français certes, mais c'était un artiste de music-hall. Le music-hall qui est une tradition anglo-saxonne, et on le voit, les artistes anglais, américains, ils savent jouer, savent danser, savent chanter. La comédie musicale, par exemple, c'est une discipline extrêmement présente dans leur culture, que beaucoup maîtrisent. Toi, il y a des acteurs ou des actrices pas sacralises, j'aime pas le mot, mais que tu aimes beaucoup, dont tu admires beaucoup le travail ?
Oui, puis alors c'est bien parce qu'on va rester dans le thème shakespearien. Alors c'est pas forcément, pour le coup, c'est une actrice et un acteur-réalisateur, mais ils sont pas dans le... Ils n'ont pas forcément fait de comédie musicale, mais tu vas comprendre, c'est en lien direct avec Shakespeare. C'est Emma Thompson et Kenneth Branagh. Ouais. C'est un peu impossible d'aborder le thème de Shakespeare sans parler d'eux, parce que Branagh a réalisé plusieurs adaptations des pièces de Shakespeare, qui, je trouve, sont absolument extraordinaires et exemplaires. Et bon, enfin, tous les deux, un cursus Shakespeare Company, je veux dire, ça ne s'invente pas. Ils ont été élevés au grain. Donc, ils baignent déjà dans cette culture du théâtre shakespearien. Et pourquoi je choisis ces deux acteurs-là ? Parce que ça fait le lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce bon vieux William. Branagh a réalisé des adaptations shakespeariennes qui, pour moi, sont exactement ce que j'aurais pu avoir dans la tête quand j'ai un Shakespeare. En fait, il est arrivé à transcender le texte de Shakespeare pour le mettre en image. Alors, il a fait aussi des adaptations de théâtre, bien évidemment. Sa dernière en date, elle était au Garrick Theatre à Londres, et c'était Roméo et Juliette il y a 3 ans. Et c'était juste absolument formidable, avec Richard Madsen, donc, qui jouait dans Game of Thrones, et Lily James. Il avait placé ça dans l'Italie fasciste des années 50. C'était prodigieux. Dans les adaptations cinématographiques, il y en a 2 qui sont particulièrement marquantes. C'est son Hamlet, qui esthétiquement est d'une finesse, d'une beauté, Puis voilà, quoi, c'est la jubilation des mots. C'est un acteur qui manipule Shakespeare avec une espèce de verve. Je conseille à tout jeune acteur qui veut se confronter à ce théâtre-là d'aller voir et d'écouter du Branagh. Puis il y en a une autre, et ça c'est un gros coup de cœur personnel, c'est l'adaptation de Much Ado About Nothing, donc beaucoup de bruit pour rien. Et là il y a tout, il y a tous les ingrédients de Shakespeare, il y a la vengeance, il y a l'émotion, il y a la verve littéraire, il y a l'humour, il y a le côté très gras, avec notamment dans cette version-là le personnage joué par Michael Keaton. Je ne dévoile rien, je vous laisse aller voir, mais c'est un morceau de gloire d'acteur assez extraordinaire en termes de création pure de personnages. Donc voilà, je te parle de ces 2 acteurs-là parce que pour moi c'est vraiment la quintessence déjà, du jeu d'acteur anglo-saxon, et précisément dans ce domaine hyper précis, parce que faut quand même pouvoir dire du Shakespeare, et le fameux pentamètre iambique, et ben c'est les 2 meilleurs. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que le pentamètre iambique ? Puis dans les vieux acteurs, je fais juste une parenthèse, mais il y a aussi quand même Derek Jacobi, Ian McKellen, Sir Ian McKellen, et puis dans les très récents, il y a Andrew Scott qui joue Moriarty dans le Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Mais Andrew Scott dans le monologue d'Hamlet, c'est... Waouh! Alors, est-ce que tu peux juste nous préciser ce que c'est que le pentamètre iambique ? Parce que tu fais la maline. Mais comment elle va s'en sortir quand on va lui demander de préciser ce que c'est que le pentamètre iambique ? C'est joli, hein, on a très envie de le placer au Scrabble pour voir combien de points ça fait. Le pentamètre iambique, iambic pentameter en anglais, c'est l'équivalent de notre alexandrin en fait. Ça serait un décasyllabe. Après, les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes parce que les contraintes d'écriture de l'Angleterre de cette époque-là sont un petit peu moins formatées. Mais en tout cas, et c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant avec les élèves quand on leur enseigne Shakespeare, et c'est en ça aussi qu'on sait qu'on est tombé sur une bonne traduction, c'est le rythme, la musicalité que le pentamètre iambique enclenche, met en mouvement, et qui est en général mimétique aussi de la pensée, de l'émotion du personnage, à l'instar de nos alexandrins. Parce que, arrête-moi si je dis une bêtise, mais chez nous, dans la métrique française, l'alexandrin se découpe en syllabes. D'ailleurs, tous les vers, toutes les métriques se découpent en syllabes. C'est un découpage syllabique. Dans la langue anglaise, c'est un découpage par tonal. C'est un découpage par tonal et par accent tonique. C'est bien ce qui me semblait. C'est une vraie plaie. Si on veut vraiment... Pour nous, je vais être très sincère, pour nous, en tant que Français... comment dire, c'est pas que c'est inaccessible, mais déjà ça implique une maîtrise de la langue irréprochable. Oui. Et maîtriser la diction du pentamètre iambique
quand c'est pas ta langue maternelle, eh ben, je vous souhaite bien du courage. C'est un exercice qui est 10 000 fois plus compliqué que l'alexandrin, parce qu'il y a donc des histoires de diphtongues, il y a des histoires de respiration. C'est pas le rythme des alexandrins, ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. C'est quelque chose de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus enlevé. Il y a des espèces de sursauts. C'est construit comme une partition musicale. Et ça se fait vraiment à l'oreille. Mais c'est pour ça, la meilleure manière de voir comment ça peut être interprété à merveille, je pense notamment au monologue de Benedict dans Beaucoup de bruit pour rien, qu'interprète Kenneth Branagh, et à un moment il est face caméra. Parce que oui, même en cinéma, il a bien compris qu'il fallait casser le 4e mur, donc il s'adresse à nous à travers la caméra. Et alors, c'est un monologue qui dure 4 minutes, et t'écoutes la manière dont il dit le pentamètre iambique, et ça a l'air d'une fluidité, d'une facilité, mais il y a quelque chose de tellement évident qui coule. Ouais, ben c'est des années de travail acharné, et voilà. Je suis content parce que j'ai réussi à t'amener exactement sur l'exemple que je voulais que tu cites. Mais comme tu dis, oui, en fait, tout ça fait écho à la musicalité du texte, au rythme, à ce que ça nous provoque à l'oreille, ce qui est quand même le cœur de notre métier. Il faut que le texte sonne bien, et pas qu'il sonne bien juste à l'oreille, mais qu'on y remette le sens aussi, comme dans l'alexandrin, comme dans le décasyllabe, l'octosyllabe, enfin tous les systèmes métriques français. Merci Clémence pour cet épisode, c'était super intéressant de discuter de tout ça avec toi. On te retrouve à plein d'endroits dans ton boulot, mais on te retrouve ici à la Manufacture où tu enseignes le jeu classique et l'acting in English. Oui, entre autres. Ben, ça c'est le parcours avec les 2e années, mais oui, essentiellement, et puis justement la mise dans le corps en fait. Ouais. Tout le travail sur la création de personnages via le corps et la corporalité. Ok, merci beaucoup Clémence Merci, de ta participation, et à très vite. Bon, enfin, non, on va pas faire comme si on se revoyait plus, non, mais on se non, revoit. on va bientôt aller boire un verre. Non, puis même là, en fait, on va couper l'enregistrement, Voilà, mais on est allez, encore ensemble. salut, voilà. Merci Félix. Merci Clémence. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode de La Manufacture de l'acteur, le podcast imaginé par Clémence Carayol et Emeline Paulet, et présenté par Félix Philippard. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.